Imaginez, une machine lancée en 1977 vole vers les confins du système solaire. 12 ans de vol, des milliards de kilomètres. Sa mission, apporter des réponses. Mais ce sont précisément ces réponses qui remettent en cause 100 ans de travail. La planète X, celle que des générations d'astronomes ont recherchée, cesse tout simplement d'exister. Mais 20 ans plus tard, quelque chose de nouveau émerge des cendres de cette erreur. Une planète que personne ne cherchait. Comment est-ce possible? Pour comprendre cela, nous devons remonter dans le temps, en 1906, à l'observatoire situé sur une colline en Arizona, chez un homme qui a consacré sa vie à la poursuite d'un fantôme. Percival Lowell était un homme étrange, un riche aristocrate de Boston, un voyageur, un écrivain et un homme obsédé. Il croyait aux canaux sur Mars. Il croyait qu'une civilisation mourante y vivait, qui acheminait l'eau des pôles vers l'équateur. D'autres astronomes regardaient dans les mêmes télescopes et ne voyaient que des taches. Lowell voyait des ouvrages d'art, mais il avait aussi une autre obsession, plus silencieuse, plus profonde, la planète X. L'histoire a commencé avant Lowell. En 1846, les astronomes ont découvert Neptune, et ce grâce à des calculs mathématiques basés sur les perturbations de l'orbite d'Uranus. Ce fut un véritable triomphe, la preuve que les lois de Newton s'appliquent même aux confins de l'univers connu. Mais la joie fit rapidement place à l'inquiétude. Même en tenant compte de Neptune, quelque chose ne collait pas. Uranus ne se déplaçait pas tout à fait comme le prédisaient les formules, parfois un peu plus vite, parfois un peu plus lentement, comme si quelqu'un d'invisible le tirait par la manche. La conclusion semblait évidente. Là-bas, au-delà de Neptune, se cache une autre planète, massive, sombre, insaisissable. Lowell releva ce défi en 1906. Il construisit un observatoire à Flagstaff, en Arizona, sur une colline qu'il baptisa lui-même Martienne. Il engagea une équipe de calculateurs. À cette époque, on appelait calculateurs les personnes qui passaient des heures à additionner et multiplier des chiffres à la main. Ils étaient dirigés par une femme nommée Elizabeth Williams. Ils ont fait leurs calculs. Lowell a photographié le ciel. Il a comparé les clichés. Il a cherché le point qui aurait bougé entre les deux photos. Année après année, rien. En 1915, sa caméra a capturé Pluton à 2 reprises, un point terne au bord de la photo. Lowell a regardé ces photos sans le remarquer. La planète était trop faible, trop petite. Ce n'était pas celle qu'il cherchait. Le 12 novembre 1916, Percival Lowell mourut d'une crise cardiaque. Il avait 61 ans. Il n'avait jamais trouvé sa planète X. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La veuve de Lowell a intenté un procès pour l'héritage. L'observatoire a failli faire faillite. Les recherches ont été interrompues pendant 11 ans. Puis, en 1929, un jeune homme originaire du Kansas arriva sur la colline de Flagstaff. Il avait 23 ans. Il n'avait pas fait d'études universitaires. Il n'avait qu'un télescope artisanal et des dessins de Mars et Jupiter qu'il envoya à l'observatoire. Il s'appelait Clyde Tombaugh. Le 18 février 1930, Tombaugh trouva ce que Lowell cherchait. Un point qui bougeait, une nouvelle planète. Elle fut baptisée Pluton, en l'honneur du dieu des enfers. Les 2 premières lettres, P et L, étaient les initiales de Percival Lowell, un symbole de gratitude envers un homme qui mourut sans avoir connu le triomphe. Le monde était en liesse. Les journaux parlaient de la 9e planète. Une fillette de 11 ans originaire d'Oxford nommée Venice Burney avait proposé ce nom qui s'était répandu comme une traînée de poudre à travers le monde. Mais il y avait un problème. Pluton s'est avéré minuscule. Chaque année, les estimations de sa masse diminuaient. Au début, on pensait qu'il avait la taille de la Terre, puis celle de Mars, puis encore moins. En 1978, l'astronome James Christie a découvert un satellite de Pluton, Charon. Cela a permis de calculer précisément sa masse. Et les chiffres se sont avérés stupéfiants. Pluton pesait 500 fois moins que la Terre. Il ne pouvait pas influencer l'orbite d'Uranus. Physiquement, c'était impossible. Sa gravité était trop faible. Tombaugh a trouvé une planète, mais pas la bonne planète, pas la planète X. Le mystère restait entier. Quelque chose, là-bas, aux confins du système solaire, ne collait toujours pas, et les astronomes continuèrent à chercher. Et à cette époque, en 1977, 2 engins spatiaux ont décollé de Cap Canaveral. Ils ont été baptisés « Voyager ». Et ils se sont envolés vers l'endroit où devait se cacher la réponse.
Le 20 août 1977, la fusée Titan a décollé de Cap Canaveral. À son bord se trouvait un appareil pesant 800 kg, Voyager 2. 2 semaines plus tard, son jumeau, Voyager 1, a été lancé. Mais c'est précisément le duo qui allait accomplir ce qu'aucun objet fabriqué par l'homme n'avait jamais fait auparavant. Survoler les 4 géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Cela a été rendu possible grâce à un alignement rare des planètes, qui ne se produit qu'une fois tous les 175 ans. Les ingénieurs de la NASA ont baptisé cette mission Grand Tour. Chaque planète devait attraper l'appareil grâce à sa gravité et le propulser plus loin, comme une pierre lancée avec une fronde. Jupiter, 1979. Saturne, 1981. Uranus, 1986. Et enfin, Neptune. En août 1989, Voyager 2 avait parcouru 4,5 milliards de kilomètres. 12 ans dans le vide. Son signal mettait plus de 4 heures pour atteindre la Terre. Des ondes radio voyageant à la vitesse de la lumière. Et pourtant, 4 heures. À cette distance, l'appareil recevait 900 fois moins de lumière solaire que la Terre. Il fallait garder les caméras ouvertes plus longtemps pour collecter suffisamment de photons. Mais l'appareil lui-même bougeait, ce qui rendait les images floues. Les ingénieurs ont mis au point une manœuvre très complexe. Pendant que l'obturateur était ouvert, Voyager tournait lentement pour compenser son propre mouvement. C'est comme prendre une photo depuis la fenêtre d'un train en suivant doucement l'objet avec l'appareil photo. Tout cela pour un seul passage. Une seule chance, il n'y en aura pas d'autre. Le 25 août 1989, à 4 heures du matin, heure de Greenwich, Voyager 2 est passé à 4950 km, au-dessus du pôle nord de Neptune, plus près que de tout autre corps céleste pendant tout le voyage. 5 heures plus tard, il passa devant Triton, le plus grand satellite de Neptune, et il y découvrit des geysers, des fontaines d'azote jaillissant à 8 km de hauteur. De la vie? Non, mais une géologie active sur un monde où la température descend jusqu'à moins 235 degrés Celsius. Le monde entier suivait l'événement en temps réel, ou plutôt avec 4 heures de retard, mais c'était plus proche du temps réel que jamais auparavant. Au laboratoire de propulsion à réaction de Pasadena, les ingénieurs se pressaient autour des écrans. Le vice-président Dan Quayle est venu féliciter l'équipe. Et le soir, Chuck Berry, celui-là même dont la chanson « Johnny Be Good » était enregistrée sur un disque en or destiné aux extraterrestres, à bord des 2 sondes Voyager, a joué lors de la cérémonie de célébration. Mais parmi toutes ces découvertes, il y en a une qui a changé le cours de l'histoire. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas un geyser, c'est un chiffre, masse de Neptune. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre comment fonctionne la gravité à une telle échelle. Lorsque le vaisseau spatial passe près de la planète, il ne se contente pas de prendre des photos. Il tombe, littéralement. La gravité de la planète l'attrape, l'accélère, modifie sa trajectoire, et la manière dont cette trajectoire change dépend de la masse de la planète. Les ingénieurs sur Terre suivaient le signal radio de Voyager 2 avec une précision de quelques millimètres par seconde. Ils savaient où il se trouvait, ils savaient où il allait, et grâce à la façon dont Neptune avait dévié sa trajectoire, ils ont pu calculer la masse de la planète avec une précision sans précédent. Le résultat s'est avéré inattendu. Neptune pesait 0,5% de moins que ce qui avait été estimé, 0,5%. Cela ressemble à une erreur statistique, une erreur d'arrondi, une poussière sur la balance, mais ce n'était pas de la poussière, c'était la masse de Mars. Pendant 100 ans, les astronomes ont tenté d'expliquer les anomalies de l'orbite d'Uranus. Pendant 100 ans, ils ont supposé qu'il existait quelque part, au-delà de Neptune, un corps massif, la planète X, qui attirait Uranus vers lui. Mais tous leurs calculs reposaient sur une seule hypothèse, que la masse de Neptune était connue avec précision. Elle n'était pas connue avec précision. Lorsque, en 1993, l'astronome Miles Standish recalcula les orbites d'Uranus et de Neptune, à partir des nouvelles données fournies par Voyager 2, les anomalies disparurent. Elles disparurent tout simplement. Uranus se déplaçait exactement comme il devait le faire dans un système à 8 planètes. Pas 9, 8. Le mystère centenaire s'est avéré être une erreur de mesure. Percival Lowell cherchait une planète qui n'existait pas. Il poursuivait un fantôme né d'une balance inexacte. Tombaugh a trouvé Pluton, mais Pluton n'était qu'un nain de glace qui s'était retrouvé par hasard dans le cadre. Il n'avait aucun rapport avec l'énigme, et il n'y avait pas d'énigme du tout.
En 1993, la planète X a été officiellement déclarée morte. Pas introuvable, morte. La communauté scientifique a rendu son verdict. Il n'y a plus rien à chercher. Ce fut un moment étrange dans l'histoire de l'astronomie. Un siècle de travail et la conclusion. Nous nous sommes trompés depuis le début, pas dans les calculs, pas dans les méthodes de recherche, dans la formulation même du problème. Voyager 2 n'a pas trouvé la planète X. Il a prouvé qu'il n'était pas nécessaire de la chercher. Une machine conçue pour faire des découvertes a fait la découverte la plus inattendue. Parfois, la réponse, c'est l'absence de réponse. Il semblait que l'histoire était terminée, mais elle ne faisait que commencer. 10 ans de silence. Les astronomes se sont tournés vers d'autres tâches. La ceinture de Kuiper, un anneau de corps glacé situé au-delà de l'orbite de Neptune, a lentement révélé ses secrets. En 1992, le premier objet après Pluton a été découvert, puis un deuxième, un troisième. Au début des années 2000, on en comptait des centaines. Mais le 14 novembre 2003, l'équipe de Mike Brown du California Institute of Technology a découvert quelque chose d'étrange. L'objet fut baptisé Sedna, en l'honneur de la déesse inuite vivant au fond de l'océan glacé. Et ce nom lui allait comme un gant. Sedna était froide, lointaine et absolument inexplicable. Son orbite ne correspondait à aucun modèle. Imaginez, Sedna s'approche du Soleil à 76 unités astronomiques. C'est 2,5 fois plus loin que Neptune. Puis elle s'éloigne à 937 unités astronomiques, presque 1000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Un tour complet autour de l'étoile lui prend environ 11 400 ans. La dernière fois que Sedna s'est trouvée à ce point de son orbite, les hommes n'avaient pas encore inventé l'écriture. Mais le principal mystère ne résidait pas dans la taille de l'orbite, mais dans sa forme. Sedna ne s'approche jamais de Neptune. Jamais. Son périhélie, le point le plus proche du Soleil, est trop éloigné. Neptune n'aurait pas pu la propulser sur une telle orbite. La gravité de la géante gazeuse n'est tout simplement pas suffisante. Alors quoi ? Mike Brown, celui-là même qui tuera plus tard Pluton en obtenant sa reclassification en planète naine, a qualifié Sedna de l'objet transneptunien le plus important jamais découvert. Non pas parce qu'il est grand, mais parce que son existence nécessitait une explication. Puis ils ont trouvé un autre objet similaire, et encore un autre. En 2014, les astronomes Chadwick Trujillo et Scott Shepard ont découvert quelque chose d'inquiétant. Les orbites de ces corps lointains étaient alignées. Elles étaient pas dispersées au hasard dans le ciel, comme on aurait pu s'y attendre. Elles étaient regroupées. Leur périhélie indiquait à peu près la même direction. Leurs plans orbitaux étaient inclinés de manière similaire. La probabilité que ce soit un hasard était de 0,007%. Quelque chose les alignait, quelque chose d'énorme, quelque chose d'invisible. En 2016, Konstantin Batygin et Mike Brown ont publié un article qui a tout bouleversé. Ils l'ont appelé Planète 9, pas X, car ce numéro était déjà utilisé dans l'histoire. 9 précisément. Selon leurs calculs, quelque part entre 300 et 700 unités astronomiques, se cache une planète dont la masse est 5 à 10 fois supérieure à celle de la Terre. Ce n'est pas une géante gazeuse, ce n'est pas une naine glacée. C'est quelque chose entre les deux, ce qu'on appelle une super-Terre ou une mini-Neptune. Son année dure entre 10 et 20 000 années terrestres. Elle est si éloignée qu'elle reçoit moins de lumière du Soleil que nous n'en recevons de la pleine Lune. Terne, froide, presque invisible, mais la gravité ne connaît pas les distances. Pendant des milliards d'années, cette planète, si elle existe, a lentement et patiemment formé les orbites de corps glacés lointains, comme un berger guidant son troupeau, une main invisible qui laisse des empreintes dans la géométrie de l'espace. Et c'est là que l'histoire boucle la boucle. Percival Lowell cherchait une planète qui expliquerait les anomalies de l'orbite d'Uranus. Il s'est trompé. Il n'y avait pas d'anomalie, mais une erreur dans la masse de Neptune. Mais l'idée même qu'une planète lointaine et invisible puisse se trahir par son influence gravitationnelle sur d'autres corps s'est avérée correcte. Simplement pas là où Lowell la cherchait, et pas comme il le pensait. Voyager 2 a détruit la planète X, mais il a ouvert la voie à la planète 9. Parce que pendant que les astronomes cherchaient une planète inexistante au mauvais endroit, ils ne regardaient pas là où ils auraient dû. La mort d'une hypothèse a fait place à une autre, plus étrange, plus lointaine, plus passionnante. Une erreur qui a duré 100 ans s'est avérée nécessaire. Sans elle, nous n'aurions pas cherché. Sans chercher, nous n'aurions pas trouvé Sedna. Sans Sedna,
L'hypothèse de la planète 9 n'aurait pas vu le jour. La science ne progresse pas seulement grâce à des découvertes. Parfois, elle progresse aussi grâce à des fermetures, des impasses qui nous obligent à faire demi-tour et à voir une route que nous n'avions pas remarquée auparavant. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, un télescope fonctionne quelque part au Chili. Observatoire Vera Rubin, miroir de 8 mètres, la plus grande caméra numérique au monde, 3 gigapixels et 2 dixièmes. Chaque nuit, elle photographie tout le ciel austral, encore et encore, en comparant les clichés, en recherchant le point qui a bougé, tout comme Clyde Tombaugh l'avait fait à la main en 1930. Les astronomes affirment que la probabilité que Rubin trouve la planète 9 dans les prochaines années, si elle existe, est comprise entre 70 et 80%. Ce n'est pas une garantie, mais une possibilité. En attendant, Voyager 2 poursuit sa route. Il a quitté le système solaire depuis longtemps. En 2018, il a franchi l'héliopause, la frontière au-delà de laquelle le vent solaire cède la place à l'espace interstellaire. Il navigue désormais dans l'espace entre les étoiles. C'est le premier objet humain à être allé aussi loin. Son signal atteint toujours la Terre, faible, à peine perceptible, mais nous l'entendons. À bord, un disque en or, les sons de la Terre, des salutations en 55 langues, la musique de Bach, Mozart, Chuck Berry, des images de personnes, d'animaux, de paysages, le message d'une civilisation qui a envoyé une machine vers les étoiles, et les coordonnées indiquant une petite étoile jaune dans la manche d'Orion. Réfléchissez à cette image. Lancé en 1967, cet appareil vole à travers le vide interstellaire. Il transporte notre musique et nos espoirs. Et derrière lui se trouve une planète que nous commençons tout juste à comprendre. Pendant 100 ans, nous avons cherché un fantôme. La machine a prouvé qu'il n'y avait pas de fantôme. Et de cette preuve est née une nouvelle énigme, une planète réelle, cachée dans l'obscurité. Nous ne savons toujours pas si elle existe. Peut-être que la planète 9 est un fantôme, tout comme la planète X. Peut-être que dans 20 ans, quelqu'un trouvera une nouvelle erreur dans les calculs et l'histoire se répétera. Ou peut-être pas. Peut-être qu'une nuit, l'algorithme au Chili remarquera un point qui s'est déplacé entre les clichés. Et nous le verrons. Un monde froid au bord d'une nuit éternelle. Un monde qui, pendant 4 milliards d'années, a tourné autour de notre étoile sans que personne ne le remarque. Dans tous les cas, nous continuerons à chercher. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous envoyons des sondes dans l'abîme, nous écoutons des signaux faibles, nous construisons des télescopes au sommet des montagnes. Nous consacrons notre vie à la recherche de planètes qui n'existent peut-être pas. Et parfois, nous trouvons. Percival Lowell est mort sans avoir obtenu de réponse. Clyde Tombaugh n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Voyager 2 a mis fin à un rêve centenaire. Mais chacun d'entre eux a rendu possible l'étape suivante. Une erreur n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle question, et l'espace est patient. Il attendra que nous trouvions la bonne réponse.